Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 79 de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre de Paul Théoret écrit en 2002 qui s'intitule « Le guide du propriétaire d'immeubles à revenus ». Avant de commencer la synthèse, je vous rappelle que tout ce que je vous dis sur le podcast est dans un but strictement éducatif. Ce ne sont pas des conseils financiers. Je vous invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à votre situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de vos décisions financières. Et en introduction, justement, je vous rappelle que je ne suis pas un expert en immobilier, justement. J'ai aucun immeuble personnellement. Je rapporte les détails dans un livre ici qui date de 2002, donc attention s'il y a certaines informations qui sont peut-être plus à jour. Je répète aussi que je n'ai pas lu ces livres-là sur l'immobilier avec le podcast en tête. Je fais donc pas un tour complet du livre, juste des trucs qui, moi, à l'époque, je connaissais pas nécessairement. Donc, c'est vraiment des trucs pratico-pratiques, mais on creuse pas chaque sujet au maximum qui sont abordés dans le livre. Premier élément de synthèse, c'est bien choisir son immeuble. Donc, pour l'auteur, il y a deux éléments qui vont influencer le choix d'un immeuble. Un, la situation géographique, donc location, donc l'emplacement de l'immeuble. On l'a vu dans le dernier épisode, c'est l'élément le plus important. Et deux, la réputation du quartier, ce qui revient un petit peu à la situation géographique, justement. L'auteur souligne aussi que plus de logements, c'est mieux. Donc, il dit que c'est reconnu qu'un 24 logements avec des grandeurs variées, c'est plus rentable que 3 immeubles de 8 logements. Donc, si vous avez l'argent disponible, vous êtes mieux de cibler de plus gros immeubles plutôt que plusieurs petits immeubles. Il mentionne ensuite les renseignements à obtenir absolument avant d'acheter. Je vous les nomme, il y en a 11, donc le revenu brut par logement annuellement, la copie des baux, donc l'étude des baux selon lui c'est essentiel, la copie des annexes possibles des baux, le contrat de conciergerie, la reconduction de bail, donc une copie de cette reconduction-là, les causes qui sont pendantes à la régie du logement, les numéros d'appartements qui ont des loyers en retard, les taxes municipales, les taxes scolaires, la facture d'électricité et vérifier la gestion de l'immeuble. Donc, ce sont les 11 renseignements que l'auteur dit qu'il faut absolument connaître avant d'acheter un immeuble. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces renseignements-là? Ce que l'auteur dit, c'est qu'il faut comparer le revenu brut obtenu antérieurement à celui des baux que vous avez reçus. Est-ce que ça correspond? Est-ce que les baux ont augmenté? Ou est-ce que vous vous rendez compte que les baux qui sont signés là ne correspondent pas du tout au revenu brut obtenu avant? Il faut évaluer également la fidélité des locataires en regardant la date de signature du bail initial et les copies des avis de reconduction. Donc, est-ce que les locataires ont prévu renouveler leur bail? 3. Vérifier s'il y a une possibilité d'annuler le contrat de conciergerie ou si vous êtes pris avec ce contrat-là. 4. Obtenir une liste des locataires avec un retard de paiement. 5. Demander s'il y a une étude des sols qui est obligatoire pour votre immeuble. Et 6. Faire une estimation des profits nets que vous allez pouvoir avoir pour chaque immeuble que vous convoitez. Puis, il y a un crunch chart qui est disponible sur Excel avec le Club immobilier du Québec là, pour rentrer des chiffres et voir la profitabilité. Quand je magasinais, il y a un de mes amis qui avait fait la formation, il y avait ce crunch chart Excel-là. C'était génial. Là. Ça prenait peut-être 15-20 minutes par immeuble. Tu rentrais les chiffres, tu voyais au bout de la ligne, c'est quoi ton rendement? Y a-tu du cash flow disponible? Si tu refinances, c'est quoi les possibilités? Donc, c'était vraiment un outil incroyable que j'ai encore présentement sur Excel s'il y a des personnes abonnées qui sont intéressées. Ensuite, l'auteur aborde la visite des lieux et l'évaluation de la gestion. Donc, lors de la première visite, il dit que c'est important de visiter de fond en comble en commençant par l'extérieur. Ensuite, de visiter l'intérieur comme les marches, la buanderie, les corridors. Et ensuite, visiter un seul logement par grandeur. Donc, s'il y a des 4,5, des 3,5, des 2,5, vous allez en visiter un de chaque. Il dit de poser des questions aux locataires des logements que vous allez visiter. Donc, depuis combien de temps qu'ils vivent là, combien qu'ils payent pour le logement, est-ce qu'ils sont bien, il est comment le proprio actuel, y a-t-il des réparations à faire, y a-t-il des animaux dans l'immeuble, est-ce que c'est bien insonorisé, etc. Il dit que cette première visite-là sert juste à éliminer et non pas à acheter. À la fin de cette première visite-là, vous devriez connaître le prix marchand des immeubles comparables, le rendement des loyers comparativement aux autres immeubles autour et le coût de revient. Donc, le coût de revient en immobilier, ça fait référence à l'ensemble des dépenses qui vont être engagées pour l'acquisition, la construction ou la rénovation du bien que vous allez acheter.
Donc, c'est un concept clé en immobilier parce que ça permet aux investisseurs de calculer le coût total du projet afin de prendre des décisions éclairées dans l'achat ou non de l'immeuble qui est convoité. Donc, le coût de revient, ça comprend plusieurs éléments comme 1. Le prix d'achat, donc c'est le coût initial d'acquisition de l'immobilier. Donc, ça peut être le prix d'achat d'une propriété qui existe, d'un terrain ou des matériaux de construction pour construire le projet. Donc, bref, le prix d'achat, c'est ce que ça coûte. Donc, l'immeuble se vend, par exemple, 500 000, bien, le prix d'achat, c'est 500 000. Les frais d'acquisition, ce que ça va englober, c'est les frais notariés, les droits de mutation, les frais d'agence immobilière et les autres coûts qui sont liés à la transaction. Il y a également les frais de construction ou de rénovation. Donc, si vous construisez ou rénovez l'immeuble, bien, vous devez tenir compte des coûts qui sont liés à la construction, à la rénovation, donc notamment la main-d'œuvre, les matériaux, les permis, etc. Il y a également comme quatrième élément qui est dans le coût de revient, les frais financiers. Donc, il s'agit des intérêts sur les emprunts que vous allez avoir contractés pour financer l'opération immobilière. Et enfin, 5, les frais annexes. Donc, c'est tous les frais, les coûts en fait qui sont liés à la gestion du projet, comme des frais d'architecte, d'ingénieur, l'étude des sols, et etc. Donc, le calcul du coût de revient, ça se fait en additionnant tous ces éléments-là. Et une fois que ce coût de revient-là est déterminé, bien, il peut être utilisé pour évaluer la rentabilité potentielle de votre investissement, calculer le prix de vente nécessaire pour que vous fassiez un profit, ou bien déterminer le montant des loyers qui vont être nécessaires pour couvrir les coûts d'exploitation de l'immeuble. C'est important de noter que le coût de revient en immobilier, c'est un outil essentiel pour les investisseurs parce que ça leur permet de prendre vraiment des décisions éclairées sur la viabilité du projet. Et ensuite, il va y avoir une visite complète avec l'inspecteur lorsque vous êtes prêt. Donc, vous avez fait votre première visite, vous avez calculé le coût de revient, est-ce que l'immeuble est rentable, et vous faites votre visite complète donc pour voir c'est quoi vraiment les réparations à faire plus précisément, la fidélité des locataires, la qualité des matériaux, la gestion actuelle de l'immeuble, est-ce qu'il y a une possibilité d'être plus efficace et de dégager plus de profit pour optimiser, comme on a vu dans le dernier épisode. Et cette fois-ci, vous allez faire affaire également avec un inspecteur pour cette visite complète et faire l'inspection du bâtiment. L'auteur dit que lorsque vous êtes le nouveau propriétaire, bien, c'est important d'informer par lettre et d'aller voir les locataires pour éviter qu'ils paient l'ancien proprio avec leur permis mensuel. Vous pouvez même faire cette visite-là avec l'ancien proprio si c'est possible. Comme professeur à l'université, je me suis souvent dit que je devais être au fait de l'actualité pour avoir l'air cultivé, mais j'ai jamais eu la rigueur de lire les nouvelles par manque d'intérêt. Je vais vous avouer, j'étais donc bien content il y a presque 2 ans de découvrir InfoBref. InfoBref, c'est une infolette qui regroupe de façon simple et claire l'essentiel des nouvelles importantes, y compris l'actualité économique et financière, et tout ça en 5 minutes. Je vous invite à faire comme moi en vous inscrivant à l'infolette en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Deuxième élément de synthèse, c'est trouver des locataires. Donc, l'auteur dit qu'il faut toujours poser 3 questions au téléphone pour ne pas se déplacer pour rien, en informant au locataire potentiel qu'une recherche va être faite de toute façon sur lui. Donc, est-ce que vous avez un revenu suffisant pour payer le loyer? Combien de personnes vont habiter avec vous? Et depuis combien de temps êtes-vous dans votre logement actuel? Lors des visites, il faut éviter d'être plusieurs personnes. Donc, si une personne vous demande de visiter un logement pour le louer, vous ne devez pas accepter si ce sont 4, 5, 6 personnes. Pourquoi? C'est juste pour éviter le vol et le dérangement des locataires actuels. Donc, les enfants doivent tenir la main des parents et ne rien toucher dans l'immeuble selon l'auteur. Il dit que c'est important de demander au concierge de garder l'intérieur propre avant les visites. Troisième élément de synthèse, c'est la gestion de son immeuble, donc gérer son immeuble. L'auteur donne certains trucs. Le premier truc, c'est d'avoir une hypothèque qui est payable au milieu du mois plutôt qu'au début du mois pour prévoir les typiques 5-10 jours de retard de paiement des locataires sans stresser. Deuxième truc, si vous avez un mauvais payeur, il faut tourner ça à votre avantage en le faisant faire des rénaux pour les intérêts. Donc, exemple, t'es en retard, ça te dérange-tu pour compenser de peinturer, mais bien sûr, il faut faire confiance aux locataires. Son troisième truc, c'est de contacter la régie du logement dès le 22e jour de non-paiement si ça fait 3 retards consécutifs que le locataire a. Et son truc, c'est d'étaler le paiement après 1 mois de retard, mais après 2, ça devient difficile et 3, vous allez souvent jamais être payé. Donc, il dit d'utiliser rapidement les recours que vous avez lorsque vous avez un mauvais payeur. Quatrième truc, c'est prendre des photos de l'appartement avant les nouveaux locataires, donc ça donne une preuve de son état avant que les locataires aménagent à l'intérieur, donc prendre des photos avec des dates. Cinquième truc, c'est si le locataire quitte sans payer, de ne pas aller voir la régie avant d'avoir reloué pour prouver qu'il y a eu des frais nécessaires avant de relouer à d'autres personnes.
Et 6, il dit que faire une compagnie de gestion, c'est bien, mais en bas de 12 logements, vous allez perdre tous vos profits, donc de choisir avec soin si vous faites affaire avec une compagnie de gestion ou non. Il y a des annexes du livre qui peuvent être intéressantes, je les nomme, là, mais vous pouvez aller les voir. C'est un fichier de vérification des revenus de loyer, un dossier des logements, un suivi de conciergerie et une feuille de comptabilité. Pour gérer les réparations, l'auteur dit de faire des réparations majeures avant que le locataire arrive. La peinture aussi, il dit qu'un truc, c'est de laisser un pot de peinture blanc au nouveau locataire. Il va donc pouvoir peinturer en blanc et éviter de mettre ça de n'importe quelle couleur alors que c'est plus difficile à relouer si c'est rouge et noir dans la cuisine. 4e élément de synthèse, le bail. Donc, il dit que si plusieurs personnes signent votre bail, vous devez écrire au-dessus de leur signature conjointement et solidairement responsables pour éviter qu'un des deux puisse ne pas payer et que vous perdiez 50% de vos revenus. Si vous avez une augmentation de votre bail que vous donnez à vos locataires, le locataire doit vous répondre 30 jours après la réception de l'avis pour vous dire s'il accepte ou non la reconduction du bail, malgré l'augmentation. 5e élément de synthèse, c'est des documents pour vous aider à la fin. Donc, il y a des annexes à la fin, notamment des annexes pour les baux avec des clauses et solidaires. Là. Donc, c'est comme j'ai dit tantôt, conjointement et solidairement responsable. Vous avez des annexes qui c'est déjà écrit pour votre bail, ce type d'informations-là. Vous avez des documents pour aider les branchements d'électricité, pour avoir de la gratuité sur le loyer, pour la résiliation de bail, pour des ententes d'acompte sur le loyer, pour des ententes de conciergerie, pour décrire les tâches de la conciergerie, pour vérifier le revenu des loyers et des feuilles de comptabilité. Donc, en conclusion, honnêtement, des 3 livres que je présente, c'est celui qui m'avait le moins intéressé à l'époque. J'ai quand même aimé les points sur le bon choix d'un immeuble, mais il y avait vraiment des trucs concrets à ce moment-là. Mais malheureusement, dans le marché que je magasinais, j'avais pas le temps de faire 2 visites que c'était déjà vendu. Donc, à vous de voir dans quel contexte vous vous situez. Donc, les annexes sont un peu vieilles aussi. Là, c'est intéressant de voir comment elles sont construites, mais à cette heure, c'est plus en ligne là, que ça se fait. La semaine prochaine, je fais la synthèse du 3e et dernier livre sur l'immobilier, soit celui d'Yvan Cournoyer et de Jean-Philippe Claude, qui s'intitule « Transformer en opportunité des multilogements trop chers ». Ça a été écrit en 2020 et des 3 livres que j'ai lus, c'est celui qui m'a vraiment le plus intéressé. Donc, j'ai hâte de vous le résumer la semaine prochaine. Et ce jeudi, je vous présente les dernières compagnies qui n'ont pas passé la première étape dans mon petite analyse. Après, on va repartir avec mes plus récentes analyses de mars 2024. On va notamment voir ce jeudi Saputo, Walt Disney et GM. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je ne suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.